comptoir d'info, Cyril Viguier. Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Bay. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Front National et député européen et vous serez interrogé ce matin à mes côtés par Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Véronique Jacquier est en Sud Radio. Bonjour à tous. Nicolas Bay, chef d'État, sportif, milliardaire, des révélations sur un système offshore mondial permettant éventuellement de dissimuler des actifs fait beaucoup de bruit ce matin. C'est une fuite de données massive, la première aussi importante d'ailleurs. Jamais existé ce type de fuite. À l'heure de la mondialisation financière, il est donc toujours possible de se jouer les réglementations nationales. Vous êtes député européen. Est-ce que vous êtes pour des sanctions plus fortes? Est-ce que vous êtes pour une régulation plus forte? Je pense surtout que la mondialisation a généré évidemment ces mécanismes d'évasion fiscale qui, contrairement à ce que disait Nicolas Sarkozy en 2008, ne se sont pas du tout arrêtés. Au contraire, aujourd'hui on estime entre 60 et 80 milliards d'euros par an le coût de cette évasion fiscale pour la France. Je crois que l'Union européenne se révèle à la fois impuissante et sans volonté politique, évidemment, dans ce domaine, puisque je vous rappelle quand même que la Commission européenne est présidée par M. Juncker, qui a été pendant très longtemps le Premier ministre d'un paradis fiscal, en l'occurrence le Luxembourg. Donc je ne crois pas du tout qu'il y ait une volonté de combattre ces évasions fiscales. Moi, ce que je crois, c'est que la question des frontières se pose. La question des frontières se pose pour les flux migratoires, mais elle se pose aussi, les frontières virtuelles, vous voulez dire? Oui, bien sûr, pour les flux de capitaux. Je crois qu'il y aurait, évidemment, il serait souhaitable d'avoir un vrai contrôle. Il ne s'agit pas d'empêcher des flux de capitaux, il s'agit d'établir à nouveau un contrôle, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien, les établissements bancaires font absolument ce qu'ils veulent. Véronique Jacquier. Alors à propos de frontières, justement, les renvois de migrants de Grèce vers la Turquie ont commencé et dans le même temps, explosion de flux de clandestins à la frontière franco-italienne. À Menton, plus 60% depuis le début de l'année, on n'arrive pas à juguler ce flux. Les policiers et les gendarmes sont sur les gares et les aéroports, affectés à la surveillance des gares et des aéroports. Donc qu'est-ce que vous préconisez ? Le contrôle des frontières, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que... Non mais ça ne va pas suffire. Est-ce qu'il ne faut pas envoyer l'armée, par exemple, parce que... Mais aujourd'hui, nos moyens policiers et douaniers ont largement été affaiblis. Là aussi, Nicolas Sarkozy porte une très lourde responsabilité. 54 000 postes dans l'armée, 13 000 dans la police, 3 000 dans la douane. Aujourd'hui, nous n'avons plus, c'est vrai, les moyens humains qui sont mobilisés pour protéger nos frontières. Il est évident que les quelques dizaines ou quelques centaines de personnes qui ont été renvoyées de Grèce vers la Turquie, c'est absolument dérisoire, puisqu'en comparaison, on a eu 1 million de personnes en 2015 qui sont arrivées sur le continent européen. Depuis le début de l'année, il y en a déjà des centaines de milliers. Donc on voit bien qu'on est face à une véritable submersion, une immigration qui a été clandestine, dont les motivations premières sont économiques, contrairement à ce qu'on nous a raconté. Il est évident que souvent, ils passent en Italie pour venir en France. Et ils ne viennent pas seulement en France, mais ils viennent notamment en France en raison d'un système social. Une fois qu'ils sont sur le territoire, qu'est-ce que vous en faites de ces migrants? Écoutez, moi je crois qu'il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Je crois qu'on n'a rien à leur offrir. Je crois que nous avons dans notre pays 6 millions de chômeurs réels, 9 millions de pauvres, qu'évidemment il n'y a pas d'Eldorado français, pas plus qu'il n'y a d'Eldorado européen d'une façon générale. Je crois que maintenant on ne peut pas accepter l'attitude de la Turquie qui consiste à faire du chantage et qui consiste à laisser passer ces flux d'immigration vers l'Europe sans aucun contrôle. Et c'est l'échec de Schengen. Il n'y a pas de frontière nationale, il n'y a pas non plus de frontière extérieure de l'Europe, parce que là aussi il n'y a pas de volonté politique, parce que Frontex n'a pas de moyens, parce que tous les dispositifs Mare Nostrum et Triton sont des échecs. Il est temps de retrouver la maîtrise de nos frontières nationales, de faire des contrôles systématiques. C'est extrêmement lourd, ça nécessite des moyens importants, mais c'est le seul moyen aujourd'hui d'assurer la sécurité des Français, parce qu'on l'a bien vu, les terroristes, ils passent par les filières de l'immigration. Vous parlez de sécurité. Encore un règlement de compte à Marseille ce week-end, 3 morts, 3 blessés. Patrick Menucci, député socialiste, demande la dépénalisation du cannabis pour pouvoir lutter contre ce trafic et contre les problèmes de délinquance. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, je crois que c'est totalement irresponsable comme propos, parce qu'on sait très bien que plus on va dans le laxisme, plus l'impunité est généralisée pour les délinquants et pour les criminels, plus les trafics se développent et plus on aura évidemment des actes délictuels et criminels sur notre sol. Mais ça pose le problème des zones de non-droit. Les zones de non-droit, on en a parlé, c'est effectivement les très nombreux quartiers qui ont toutes les similitudes avec Molenbeek, où les barbus font la loi. Marseille, c'est Molenbeek? Ce qui est certain,
c'est qu'il y a des quartiers où ce sont les barbus ou les dealers qui font la loi, mais ce ne sont plus les lois de la République qui s'appliquent. Et à Marseille, c'est évidemment le cas dans un certain nombre de quartiers. Là encore, c'est une question de volonté politique. Est-ce qu'on envoie enfin les forces de l'ordre, y compris même les forces armées? Vous êtes pour l'armée? Je crois que dans Comme le certains demande cas, Fabien Galli aussi, je crois que dans certains cas, notamment pour des opérations ponctuelles, le renfort de l'armée en soutien à la police est nécessaire. Il faut, dans certains quartiers, arriver, ratisser entièrement les caves où sont cachées les armes. Kilomètres, hein, Oui, c'est ça. semble-t-il, de circonférence. En réalité, c'est souvent des quartiers qui sont un peu des enclaves et où, en effet, les lois de la République ne s'appliquent plus, où les forces de l'ordre ne vont pas ou ne vont plus, et où, de fait, les délinquants et les criminels font ce qu'ils veulent. Et puis, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui commettent des délits ou des crimes, ils savent très bien qu'ils ont peu de chances d'être appréhendés parce que les moyens policiers ont été considérablement diminués, et même s'ils sont appréhendés et qu'ils sont jugés, eh bien, ils bénéficieront souvent du laxisme judiciaire qui caractérise notre système. À propos de justice, le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a dit hier que la justice était sinistrée en état d'urgence absolue. La priorité du FN, justement, en cette matière, si vous étiez au pouvoir? D'abord, je note qu'en ce moment, on a un certain nombre de ministres qui, à défaut de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent, font au moins un constat lucide. Évidemment, notre système judiciaire aujourd'hui se révèle totalement défaillant. Christiane Taubira y est pour beaucoup, mais les lois Dati précédemment ont enclenché clairement ce laxisme généralisé. Aujourd'hui, la contrainte pénale, par exemple, fait que elle est très peu contraignante et elle permet à des personnes Jean-Jacques Urvoas parle condamnées surtout jusqu'à 5 ans de prison. Oui. Justice à bout de souffle, on n'a même pas de papier pour les Oui, mais c'est le même sujet. Le fait que la justice n'ait plus les moyens nécessaires, humains et matériels d'assurer sa mission, fait qu'aujourd'hui, eh bien, le délinquant ou le criminel, même quand il est condamné à 3 ans, 4 ans de prison, il n'effectue pas sa peine. Non, mais tout le monde fait ce constat. Il faut rétablir des moyens importants dans les fonctions régaliennes de l'État. C'est vrai dans la police, ça l'est également dans la justice. Et puis 2, il faut mettre fin à tout un système de justice politisée, parce que c'est le problème du syndicat de la magistrature, qui a un poids absolument considérable, avec des juges qui s'érigent en contre-pouvoir politique, qui ont souvent des interprétations extrêmement laxistes du code pénal, qui fait que celui qui devrait passer 10 ans derrière les barreaux, il est condamné à 3 ans de prison, et ensuite on lui met un petit bracelet autour de la cheville, et il sort aussitôt, c'est-à-dire qu'il ne purgera aucune peine. Et évidemment, de fait, ça n'est plus un simple sentiment d'impunité, c'est une impunité réelle dont bénéficient les délinquants et les criminels, et ce qui les amène à recommencer. Et donc on a une justice qui est aujourd'hui totalement saturée et qui n'arrive plus à assumer sa mission. Alors, Jean-Jacques Urvoas a dit qu'une réflexion était menée pour savoir s'il fallait regrouper les terroristes djihadistes dans la même prison ou au contraire les séparer, puisqu'il a pris l'exemple de l'Italie où on les a regroupés, l'exemple de l'Irlande avec l'IRA où au contraire les Irlandais disent non, il ne faut surtout pas les mettre ensemble. Vous, quel est votre sentiment? Moi, je pense plutôt qu'il faut les regrouper entre eux pour éviter un phénomène de contamination avec les autres détenus, parce qu'il y a un autre sujet très important, c'est le lien entre la petite délinquance ou la moyenne délinquance et la mouvance djihadiste et terroriste, parce que ce qu'on a vu aussi dans le profil de ceux qui ont commis des attentats, que ce soit à Paris ou en Belgique, eh bien, c'est qu'ils viennent tous de la petite délinquance. Ce sont tous des multicondamnés, des multirécidivistes. Ils sont connus, parfaitement identifiés des services de police et de justice, et ils ont bénéficié de ce laxisme judiciaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence, c'est de mettre hors d'état de nuire de façon effective les délinquants, les criminels. S'agissant des terroristes, de ceux qui participent de ces filières islamistes, eh bien, il faut soit les mettre en prison, soit les mettre dans les charters, mais ça ne sert à rien de les expulser du territoire national lorsqu'ils sont étrangers, si ensuite ils peuvent revenir très facilement. Mais vous savez que c'est extrêmement difficile de les mettre dans des charters. Mais justement, vous êtes rendu à Tours. Non, mais vous êtes rendu à Tours il y a 4 jours pour dire non à l'ouverture d'un centre de déradicalisation. Oui, parce qu'il y a quelque chose d'insupportable à choyer avec l'argent public, l'hébergement, la nourriture, l'encadrement, les psychologues, des gens qui participent de ces filiales djihadistes, qui parfois reviennent de ces zones de combat en Syrie ou en Irak. C'est évidemment une réponse totalement inadaptée aux frais du contribuable et de surcroît dans des centres qui ne sont absolument pas sécurisés et donc qui mettent gravement en péril les populations. Donc vous dites non au centre de déradicalisation, quel qu'il soit. Écoutez, c'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut évidemment les mettre hors d'état de nuire, c'est les mettre en prison pour protéger la société. Et encore une fois, quand ils sont étrangers, les expulser, c'est parfaitement possible. La question sur la justice, le Conseil supérieur de la magistrature pourrait être réformé via un congrès à Versailles. En tout cas, c'est ce que demande le gouvernement. Quelle est la position de votre parti là-dessus? Moi, je crois qu'il y a une remise à plat de notre système judiciaire. Encore une fois, c'est à la fois ces deux aspects. C'est donner des moyens à la justice et ensuite en assurer une indépendance réelle et faire en sorte qu'on n'ait plus une justice largement politisée. Donc vous êtes pour cette révision constitutionnelle? Oui, pas forcément. Je crois que c'est un peu un aspect secondaire. La
la question. Donc c'est la question qui est posée. Oui, mais je pense que c'est un aspect secondaire. L'essentiel, c'est de redonner les moyens à la justice d'exercer réellement sa mission et de peut-être davantage encadrer la mission judiciaire pour faire en sorte qu'on n'ait pas des juges. Mais vous répondez qui pas à se la question, dispersent. Nicolas Bay. Non, écoutez, je pense que encore une fois, c'est un aspect secondaire. Vous savez, c'est exactement comme la réforme constitutionnelle sur l'état d'urgence. On nous dit qu'il faut le faire. C'est un aspect secondaire. En réalité, c'est un cadre juridique. Il faudra voter. Mais au-delà de cela, il faut évidemment redonner des moyens à l'État pour qu'il assume ses fonctions régaliennes, dont la justice. Dernier mot sur la justice, Nicolas Bay. Après les attentats de Bruxelles, Xavier Bertrand a dit que s'il avait été député en 1981, il n'aurait pas voté l'abolition de la peine de mort. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Oui, mais surtout, je constate qu'il y a, comme toujours, quand il y a des séquences, des moments comme ça où il y a des actes de délinquance, de criminalité, on se retrouve avec un certain nombre de Non, mais ça fait d'élus, débat des au Front républicains National. qui font de la surenchère. Mais nous, ce que nous disons, c'est que la peine de mort est la clé de voûte du système judiciaire et que ce qui est très grave dans l'abolition de la peine de mort en 81, c'est pas seulement la question de la peine capitale, c'est la question de l'effondrement de l'ensemble de l'échelle des peines qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de perpétuité réelle dans notre pays et que même la contrainte pénale à partir de 2017, mise en œuvre par Christiane Taubira, va faire que jusqu'à 10 ans de prison ferme, et il faut en faire pour avoir une peine de 10 ans de prison ferme, eh bien, il y aura des peines de substitution. Donc on voit que l'abolition de la peine de mort en 81 a généré ce laxisme aujourd'hui dont on fait lourdement les frais. Nicolas Bay, on passe à l'actualité de votre parti et celle de Marine Le Pen. Est-ce que la tentative de dédiabolisation du Front National à l'international n'a pas fait un petit peu un flop avec ce voyage au Canada de Marine Le Pen qui a été, voilà, pas un très gros succès, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que Marine Le Pen est allée au Canada dans le cadre de la commission du commerce international dont elle est membre au Parlement européen. Elle a participé aux travaux de cette commission. Elle n'a pas pu voir responsable, de haut responsable. Mais c'était pas le but. Elle a rencontré un certain nombre de Français à Québec et à Montréal. Elle était là pour faire passer un message sur la question de la francophonie. Ensuite, elle s'est déplacée, parce que c'est pas très loin, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a eu un problème de communication alors dans ce voyage? Non, mais il n'y a pas de problème de communication. Je crois simplement que certains ont essayé de faire croire qu'elle cherchait à rencontrer des responsables politiques canadiens, alors que c'était absolument pas l'objectif. Elle n'avait pas envie de rencontrer l'équivalent des responsables de l'UMP ou du PS au Canada. Ça n'a aucun intérêt. Elle parlait Elle n'était pas de la intéressée par France, Justin Trudeau. Non, encore une fois, elle a rencontré un certain nombre de militants de certains partis, mais l'essentiel pour elle, c'était de faire passer un message sur le rôle de la France, le rayonnement de la France, la francophonie, et puis s'adresser aussi, parce qu'ils sont nombreux, aux nombreux Français installés au Canada. Alors évoquons le rayonnement des élus FN. Des défections chez vous, 15% des 1600 conseillers municipaux et départementaux ont jeté l'éponge en 2 ans. Non, mais c'est un fait. Enfin, en tout cas, il y a des défections. Comment vous l'expliquez? Alors moi, je réponds très simplement là-dessus. Il y a quelques dizaines sur 1600 élus. Quelques dizaines. Oui, quelques dizaines. C'est très peu en réalité. Et d'ailleurs, ça se compense largement par le fait qu'on a beaucoup d'élus qui nous rejoignent. Je pense à un maire adjoint dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, il y a quelques semaines. Je pense tout récemment, il y a quelques jours seulement, à un élu à Limoges de l'UMP qui a rejoint le Front National. Non, mais même si certains vous rejoignent, est-ce qu'il n'y a pas un déficit parce que vous manquez d'élus emblématiques? Manque de professionnalisation. Je ne crois pas. Je crois au contraire que le Front National a acquis en très peu de temps un maillage complet d'élus locaux. Nous avions, il y a 2 ans, une cinquantaine d'élus. Ils sont peut-être pas encore au niveau. Non, maillage, d'accord. On a 1600 élus municipaux. Nous avons une soixantaine de conseillers départementaux, près de 400 conseillers régionaux. Tous aujourd'hui participent de ce maillage territorial du Front National qui fait qu'aujourd'hui nous sommes présents partout dans toutes les régions, dans tous les départements. Après qu'il y ait ici ou là quelques élus qui s'en vont et qui sont compensés par quelques élus qui arrivent, c'est la vie normale de tous les partis politiques. Véronique Jacquier. Des hôtesses d'Air France refusent de porter le voile à l'atterrissage en Iran. Faut-il qu'elles se plient aux coutumes iraniennes? Ça fait débat depuis hier. Je crois que la loi iranienne doit s'appliquer sur le territoire iranien. Mais il y a un vrai problème dans les consignes qui ont été données par Air France, c'est que manifestement, ils demandaient également d'appliquer la loi iranienne, si je puis dire, dans les avions de ligne d'Air France. Et là, ça pose un vrai problème. Je crois que dans tous les pays où font escale des avions, eh bien, le personnel navigant est amené à respecter évidemment la loi locale, mais il n'y a aucune raison que la loi s'applique dans le vol qui va vers ce pays. Michael Zamès, oui, vous avez tweeté hier à propos du chanteur Renaud, je le cite, Renaud dit qu'il va voter François Fillon. En effet, l'alcool fait des ravages. Maintenez-vous ce tweet? Oui, c'est une boutade, c'est une façon de dire. Je crois que c'est intéressant de voir des espèces d'icônes de la gauche, de la gauche libertaire qui d'un seul coup, abandonne totalement la famille politique. Non, je crois qu'on peut sourire. Je crois que Renaud a tenu des propos peu amènes à l'égard de Marine Le Pen, et je crois qu'on a le droit de rire quand même de quelqu'un qui fait des volte-face et dont les interventions dans le débat politique sont quand même d'une assez grande médiocrité. Vous êtes de grands adeptes des tweets au Front National. Il y a beaucoup de tweeters.
Vous savez, nous utilisons tous les moyens de communication, et notamment, c'est vrai, les moyens de communication directs avec les Français. Marine Le Pen, il y a quelques jours, a fait une intervention sur Facebook. Voilà, ça permet aussi de parler directement à nos compatriotes sans passer nécessairement par les médias. Nicolas, une dernière question. Marine Le Pen souhaite créer un gouvernement bis, un shadow cabinet, comme on dit. Vous aurez quel poste à l'intérieur de ce shadow cabinet? Non, j'ai vu cette idée, mais actuellement, rien de tel n'a été organisé. On dit que vous seriez le ministre de l'Intérieur et de l'Immigration, c'est vrai? Non, écoutez, moi, encore une fois, je serai à la place qui me sera assignée pour essayer d'être utile au combat que nous menons. Mais aujourd'hui, nous préparons 2017. Nous préparons bien. Le Front National est uni et rassemblé. On ne peut pas en dire autant des autres familles politiques et de nos principaux adversaires ou concurrents. Le Front National prépare ses échéances avec 2 objectifs: que Marine Le Pen soit portée à la tête de l'État et qu'elle ait ensuite, aux législatives, une majorité bleu-marine. Et la cure d'abstinence médiatique, c'est une stratégie? Marine Le Pen raréfie un peu sa parole médiatique, mais ça n'empêche pas d'être au contact de nos compatriotes, de multiplier les déplacements sur le terrain, de rencontrer les Français dans la diversité géographique, socio-professionnelle, de faire un travail de fond qu'elle n'avait pas forcément eu beaucoup le temps de faire dans les périodes électorales très chargées de 2015 et avant justement la campagne présidentielle. Nous mettons pleinement à profit le fait que le Front National est d'ores et déjà uni et rassemblé derrière sa candidate. Merci Nicolas Bay, vous êtes secrétaire général du Front National, vous êtes député européen et vous étiez l'invité de cette matinale d'info. On passe à l'analyse de l'actualité, mais aussi des propos du secrétaire général du Front National dans cette matinale avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume Doyen de la Gazette des Communes et j'accueille Jean-Michel Elvig, évidemment, de la République des Pyrénées, du groupe Sud-Ouest. Bonjour, messieurs. Bonjour. On démarre ce débrief et aussi de l'actualité à la fois et des propos de Nicolas Bay avec le Panama Papers, comme on l'appelle aujourd'hui. Chef d'État, sportif, célébrité. Le cabinet Mossack Fonseca, qui est panaméen, dénonce un crime contre le Panama après la divulgation de 11,5 millions de fichiers secrets qui révèlent les avoirs cachés dans des paradis fiscaux. Ça porte de 1977 à 2015. Alors, on commence par vous, Guillaume Doyen. C'est une nouvelle sensationnelle. Nicolas Bay, lui, il dit qu'il faut encore plus de sanctions, encore plus verrouillées, et que c'est pas très étonnant puisqu'il y a Juncker à la tête. Alors non, les choses sont diffusées. Le fait qu'il y ait Juncker à la tête et qu'il y ait un scandale panaméen sont deux choses... Pourquoi il a fait ce rapprochement d'ailleurs? Parce qu'effectivement, Juncker est à la tête d'un paradis fiscal pendant longtemps et le scandale LuxLeaks, il n'en est pas étranger. Pour ce qui concerne le Panama, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que sortent maintenant une série d'affaires comme celle-là, que les comptes suisses, luxembourgeois des Français ont tendance à être rapatriés actuellement en France, mais qu'on va de plus en plus loin dans la recherche de fraudeurs ou présumés fraudeurs. Jean-Michel Elvig. Oui, je l'ai trouvé tout à fait, low profile, profil bas pour Nicolas Bay sur un sujet où les dirigeants de son parti nous ont habitués ou défrayent la chronique avec leur propre jonglerie fiscale transnationale. Vous faites allusion au problème de Jean-Marie Le Pen? Oui. Bon, enfin, c'est pas alors Jean-Marie Le Pen n'est pas cité dans cette affaire, mais enfin bon, c'est un sujet sur lequel pas tort de dire il faut être strict, mais tout renvoyer à ce malheureux Juncker qui effectivement n'a strictement rien à voir dans cette affaire, c'est toujours la même chose dans le Front National, c'est renvoyer aux basiques, aux fondamentaux de son programme qui est la sortie de l'euro, le rétablissement des frontières, tout le monde en prison, etc. Bon, donc, il a parlé, Nicolas Bay, de frontières virtuelles à contrôler également. Alors, s'il parlait de frontières financières, oui, effectivement, de fait, elles le sont. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas de contrôle. Il y a des contrôles. Il y a effectivement des sommes importantes qui sont revenues au budget de l'État français cette année, celles des fraudeurs qui avaient dissimulé leur argent en Suisse, au Luxembourg, dont peut-être, comme vient de me le dire le confrère, des gens du FN.
Mais est-ce qu'il est possible de se jouer encore des réglementations nationales, des régulations nationales, Jean-Michel Elvig, dans ce domaine? On dit que Bercy, par exemple, a fait énormément de progrès dans la traque de la fraude fiscale. Oui, bien sûr. C'est pas seulement d'ailleurs en France. Hein. Le secret bancaire suisse a explosé en grande partie à cause des Américains qui sous la pression des tout Américains. libéraux qu'ils étaient, à un certain moment, ont vu le manque à gagner fiscal qu'il y avait pour leur propre budget, donc qui ont été particulièrement rudes dans la confrontation avec la Suisse. Mais il ne faut pas tout mélanger. Donc il mélange. Il y a la question de contrôle des frontières virtuelles pour ce qui est de la circulation monétaire, puis le contrôle des frontières pour les personnes physiques, c'est pas exactement la même chose. Quant à son idée de dire on boucle toutes les frontières, oui, si c'était si simple, ça se serait depuis longtemps. Guillaume Doyen, la justice française est-elle ruinée? La justice française... Une dette de 170 millions d'euros auprès de ses sous-traitants. Ah, c'est peut-être un mauvais payeur, la justice française. C'est une justice en mauvais état, c'est une justice qui a peu de moyens, c'est une justice qui est sous-dotée par rapport à un certain nombre de justices de pays développés. C'est un scandale permanent qui est dénoncé régulièrement par un grand nombre de personnes. On ne peut qu'abonder dans ce sens. Jean-Jacques Urvoas, il n'a pas d'une certaine manière critiqué ce Christian Taubira dans cette affaire, qui, dit-on, pendant 4 ans n'a pas fait grand-chose? Oui, il a critiqué Christian Taubira, il a aussi critiqué son Premier ministre, puisque c'est quand même les budgets, ils ont été votés par une majorité, mais sous la direction d'un gouvernement que par ailleurs il soutenait. Donc c'est pas, je crois que c'est plus un signal pour la dernière année de dire bon, fini les réformes à caractère disons de fond, sur la réforme de code de procédure pénale, de code pénal, etc. Et attachons-nous d'abord aux questions matérielles, je crois, et puis peut-être aussi dans la perspective de la négociation, des arbitrages pour le dernier budget, peut-être qu'il a voulu faire valoir ses propres intérêts de ministre. Marseille, on compte 3 nouveaux morts. L'armée dans les quartiers nord, au fond de Samia Ghali à Nicolas Bay, ils sont tous pour que l'armée intervienne. Et rappelez-vous que un des premiers à en avoir parlé, c'était le maire de Sevran, M. Gatignon, ELV, à l'époque, ancien communiste. Donc quand on ne sait plus quoi dire, on demande le déploiement de l'armée. Je ferai remarquer 2 choses. C'est que les réseaux qui sont des réseaux mafieux sont extrêmement bien structurés, que le fait d'envoyer des patrouilles devant les cages d'immeubles ne changera strictement rien. Et ensuite que l'armée, elle est déjà actuellement occupée à Vigipirate. En fait, ça porte à peu près sur 15 km, Jean-Michel Elvig, de circonférence, ces quartiers problématiques. C'est vraiment ingérable? Je comprends pas. 15 kilomètres, les problèmes le périmètre est sur à peu près 15 km, c'est ce que disent les élus locaux. Ces quartiers nord. Ça doit dépendre. Là, je ne sais pas quoi vous répondre parce que ça doit dépendre des quartiers, ça doit dépendre des situations. Je veux dire, pour ce qui est de Marseille, peut-être, mais la question de l'armée est une question absurde. L'armée n'est pas formée pour ça. J'ai l'impression que ceux qui en parlent, et notamment Nicolas Bay ce matin, c'est pour ça que je pose la question. Lui se croit encore en 57 quand l'armée ratissait la Casbah. Enfin, je veux dire, c'est plus du tout approprié. Le développement de la police de proximité serait certainement plus efficace dans la prévention et la connaissance de ce type de petite délinquance. Guillaume Doyen, on termine sur Marine Le Pen. Se réserve-t-elle pour la présidentielle avec sa cure d'abstinence médiatique? Est-ce qu'elle a intégré le fait au fond qu'il n'y avait pas de place médiatique avec cette primaire des Républicains là, qui faisait beaucoup de bruit? C'est ça? Je ne sais pas du tout ce que Marine Le Pen est en train de préparer pour l'instant. Je sais qu'elle sort d'une passe assez difficile, d'un voyage tumultueux au Canada, qui, quoi qu'en dise, oui, Nicolas Bay est un a dit que échec c'était pas le cas, oui. retentissant. Donc pour l'instant, elle cherche, à mon avis, plutôt à se relancer sur un thème porteur. Jean-Michel Elvig? Oui, de toute façon qu'elle se prépare à la présidentielle, j'ose pas dire qu'elle était née. C'est une bonne stratégie, ça, la mais cure depuis d'abstinence qu'elle est médiatique présidente du Front National, oui, parce que finalement ça vous conduit à ne pas trop vous prononcer, à vous faire un peu oublier sur les grands problèmes. C'est vrai que sur les grands problèmes du moment, ils n'ont pas grand-chose à dire au Front National. Comme du coup, les feux de l'actualité n'étant pas braqués sur eux, ça leur permet de masquer leur peu de déficience dans l'élaboration de propositions Guillaume Doyen alternatives. passe à la une de la Gazette des communes.
La une de la Gazette. C'est Des sur la solutions pour transition demain dans la énergétique, transition énergétique. Oui, et peut-être bientôt des bacs de tri sélectifs dans les villes, même à Paris, sur la voie publique. Vous pourrez jeter vos déchets ménagers. La République des Pyrénées, c'est ces villages qui n'ont plus ni commerce ni service, Jean-Michel Elvig. Oui, c'est des zones abandonnées. C'est pas propre au Béarn, malheureusement, c'est propre à toutes les régions dominantes rurales. C'est lié à une réunion des maires de France qui se tient dans la région sous la présidence de M. Barouin. Et peut-être sera-t-il question dans cette réunion des propositions qui fleurissent, notamment du côté de Bruno Le Maire hier, sur le fait de supprimer le statut de la fonction des fonctionnaires territoriaux. Jean-Michel Elvig, merci Guillaume Doyen. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée à tous et à demain matin.